1000 fois Socrate s'est fait rabrouer par ses interlocuteurs qui le suspectaient de prendre plaisir à la réfutation et à la sophistique sous prétexte d'une prétendue quête de sagesse. 1000 fois Socrate s'est expliqué, et plus de 1000 fois on peine à le croire. Il insiste et persiste à dire que s'il prend plaisir à questionner ses interlocuteurs pour démêler non pas tant le vrai du faux, mais ce qu'ils savent de ce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas parce qu'il est lui-même exempt de doute, ou qu'il croit agir correctement en toute chose. Tout au contraire, il ne cesse de clamer son ignorance, du moins concernant les choses qu'il propose de soumettre à la question, et que s'il lui arrive de dire des bêtises ou des demi-vérités, il demande instamment à son interlocuteur de l'aider à corriger sa manière de penser. Qu'à cela ne tienne, on continue de penser qu'il se moque de nous. Socrate se cache derrière un masque de l'ironie. Il sait qu'il dispose d'un savoir et avance masqué pour avoir de l'ascendant sur les personnes qu'il rencontre et finalement sortir vainqueur de l'entretien, non pas en démontrant triomphalement ce qu'il sait, mais en détruisant une à une les positions de l'autre. Encore une fois, les chantres de cette interprétation de la parole socratique méconnaissent grandement le sens que Socrate donnait à l'activité qui consiste à connaître. Pour voir en Socrate un manipulateur qui se dissimule derrière des questions à propos desquelles il prétend n'avoir aucune réponse, il faut avoir une idée bien précise sur ce qu'est la connaissance. Celle-ci est à leurs yeux un contenu qui s'identifie à un certain nombre d'informations entre lesquelles on pourra, le temps venu, faire certaines associations. Ce type de connaissance se transmet à peu près comme on verse le contenu d'un vase dans un autre. Or, Socrate s'est toujours défendu de voir la connaissance en ces termes. Et pour cause, la connaissance est pour lui tout d'abord mouvement. Elle réside dans la capacité à décomposer un problème en ses plus petits éléments pour ensuite progressivement les unir les uns aux autres et ainsi cheminer vers une vue synthétique, cette fois-ci précise et détaillée. Comme toute capacité, la connaissance suppose un exercice, un développement et un entretien qui ne peut cesser. De même qu'un sportif ne peut se dispenser d'exercer ses muscles pour qu'il soit en état d'accomplir les mouvements désirés, de même le philosophe citoyen doit continuellement exercer son intelligence sur toutes sortes de choses pour qu'elle garde l'amplitude et l'agilité requises, et ainsi accomplir ses diverses tâches quotidiennes. C'est la raison pour laquelle Socrate, tout comme Platon et Aristote après lui, voit dans le dialogue une manière très efficace de développer son pouvoir de réflexion et d'action civique, a fortiori lorsqu'il s'agit de questionner la doxa, à savoir l'ensemble des opinions admises par le plus grand nombre. Le dialogue est en tout premier lieu un moyen pour Socrate de mettre continuellement de l'ordre dans ses pensées et de s'entraîner à tous les mouvements réflexifs utiles à sa vie et à ses actions. Les propos qu'il tient dans le Charmide, autre dialogue de Platon, sont à ce titre particulièrement clairs. Une fois de plus, il se voit reprocher par l'un de ses interlocuteurs de prendre un malin plaisir à la réfutation, et Socrate de répondre que son souci de réfuter n'a d'autre motif que tous les soins qu'il met à fouiller dans ce qu'il dit lui-même, de peur que, sans s'en apercevoir, il n'aille s'imaginer qu'il sait quelque chose, alors qu'en fait, il ne sait pas. En d'autres termes, si Socrate met autant d'énergie à prendre soin des autres, en veillant à l'amélioration de leurs capacités réflexives, c'est qu'il sait qu'en retour, il pourra prendre soin des siennes propres. En prenant soin des autres, par le dialogue et la délibération concernant l'opinion commune, il ne fait rien d'autre que de prendre soin de lui-même. Cela dit, la rencontre et le dialogue ne mobilisent pas que les seules capacités intellectuelles. Ils permettent de tempérer les ardeurs du thumos.
On le sait, ce qui est en jeu dans une discussion, outre le thème débattu, c'est surtout l'image qu'on souhaite avoir sous le regard de l'autre. Ce désir d'image, bien souvent, l'emporte sur la qualité de la réflexion, non pas tant par malhonnêteté intellectuelle, que parce que les émotions générées par le thumos brouillent l'esprit jusqu'à prendre le dessus sur la raison. Chaque dialogue entrepris par Socrate est une occasion pour lui d'inviter son interlocuteur à tempérer ses émotions par un exercice progressif de la raison, sans pour autant vouloir les lui arracher. L'impassibilité ne s'acquiert pas au prix d'un arrachement de soi à ses passions, mais par leur amadouement en douceur et progressivement. Lorsque Socrate s'adresse à Alcibiade, par exemple, il joue sans cesse entre un appel à sa noblesse et à sa valeur, du moins à l'image qu'il peut s'en faire, pour l'encourager ensuite à l'exercice de la raison. « Fils de Clinias », dit-il en commençant, lui rappelant ainsi ses origines illustres. Mais cette image fière de lui-même est un couteau à double tranchant. De fait, elle peut encourager le jeune homme à se contenter de ce qu'il est et estimer finalement que tout effort supplémentaire est inutile. Dans ce cas, Socrate n'hésite pas à le rabaisser, et parfois assez rudement. « N'as-tu pas honte de te trouver dans l'état d'ignorance où tu es ?» lui dira-t-il à maintes reprises. Cette manière de procéder qui oscille entre encouragement et humiliation, au sens pédagogique du terme, demande un tact infini, une patience et une bienveillance à toute épreuve. Car si la corde de l'humiliation est trop tendue, elle cassera. Si elle ne l'est pas assez, plus aucun son harmonieux et raisonnable n'en sortira. Dans les deux cas, elle entraînera la fuite de l'interlocuteur et l'abandon de sa volonté à s'améliorer. Mais le premier qui doit faire preuve d'humilité, c'est Socrate lui-même. Combien de fois ne se fait-il pas rudement molester, voire insulter par ses interlocuteurs ? Combien de fois n'a-t-il pas fait preuve de patience et d'humour ? La rencontre avec l'autre, dans le but d'en prendre soin, est ici encore une occasion pour lui de développer et d'entretenir ses qualités humaines éthiques et politiques, si essentielles que sont sa propre humilité, sa patience, son sens de l'écoute et du propos juste, sa douceur, sa bienveillance, et l'espoir d'une amélioration conjointe des personnes qui participent à ce type de rencontre. Ici encore, Socrate prend soin de l'autre tout en prenant soin de lui-même. Mieux, pour prendre soin de soi, il doit prendre soin de l'autre. Enfin, ce à quoi travaille Socrate en allant à la rencontre de ses concitoyens et en accordant à chacun toute l'attention qu'il mérite, participe à la constitution d'une communauté politique fondée sur l'amitié. De fait, ce qui est visé, c'est un accord à l'issue de la discussion sur un ensemble de notions capitales pour la conduite du citoyen. Dans la mesure où cet accord peut s'étendre et se généraliser, il contribue à la concorde nécessaire entre les hommes d'une même communauté, à la bonne réalisation des choses dont chacun a la responsabilité. Cette concorde et cette libre circulation des activités utiles à la cité contribuent aussi grandement à la rendre apte à faire face à tout danger qui pourrait la menacer. Ici encore, bien que cela soit de manière indirecte et incertaine, car un homme ne peut prétendre à lui seul pouvoir réaliser la concorde au sein de sa communauté, en prenant soin de l'autre, Socrate prend soin de lui-même. La communauté est un refuge et une force décuplée pour protéger les hommes et les femmes qu'une vie isolée réduirait rapidement à l'état de nécessité. C'est d'ailleurs la raison d'être de toute politique que de veiller à la sécurité équitable et juste de chaque citoyen. Voilà pourquoi, chère Antonine, ma fille, je considère la forme de vie qu'a adoptée Socrate pour se constituer en citoyen comme l'une des meilleures, l'une des plus utiles,
mais aussi des plus belles qu'on ait pu jusqu'à ce jour concevoir et vivre. Cette forme se caractérise par un trait principal, l'ascétisme. L'ascétisme est cette forme de vie sobre et frugale à laquelle on habitue progressivement son âme et son corps afin de les rendre sains et vigoureux, mais aussi afin de s'entraîner à en relativiser les diverses sensations que nous éprouvons quotidiennement. En prenant distance avec ces sensations, on crée un espace où la réflexion et la délibération peuvent avoir lieu. Cela suffit pour, le cas échéant, faire valoir des principes qu'on estime plus importants à réaliser que la seule satisfaction de nos besoins corporels ou de nos désirs immédiats de reconnaissance, comme le partage, l'amitié, l'amour ou la justice. J'insiste sur l'aspect très concret de cet ascétisme. Combien de familles, par exemple, ne se déchirent-elles pas pour des raisons économiques ou bien pour le simple partage, parfois, des diverses commodités qui se trouvent à même leur foyer et qui sont censées être à la disposition et pour le bien de tous, ou bien encore pour un regard ou une attention supplémentaire qui a été accordée à l'autre et non pas à soi. Accomplir des actes justes et participer à une société plus juste commence par notre capacité à se rapporter à toutes ces choses qui regardent notre quotidienneté la plus élémentaire. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cette vérité nous provient du fond des âges. L'ascétisme consiste à s'entraîner quotidiennement et durant tout le temps de son existence, à se contenter de peu aussi bien dans son économie personnelle que dans son désir de se voir reconnu par les siens. Plus l'on se tient à distance de toutes ces choses, plus l'on acquiert en force, en consistance et en indépendance citoyenne, et plus ainsi on se rend utile aux autres et à la cité. Il me reste ce dernier point à aborder. J'ai rappelé à multiples reprises le grand décalage entre la situation politique dans laquelle vivait Socrate et ceux qui ont pris soin de rapporter ses paroles d'un côté et la nôtre de l'autre. Leur situation est marquée par le fait permanent de la guerre. Dans l'Alcibiade, puisque le premier désir de celui-ci est de devenir un grand homme politique, le tout premier sujet sur lequel roule la discussion est la capacité à délibérer devant l'assemblée du peuple sur le point de savoir avec qui il faut faire la guerre, contre qui il faut entrer en guerre et de quelle façon. La guerre est au centre de toute préoccupation, et encore pendant les nombreux siècles qui vont suivre. C'est par ailleurs à la constitution du philosophe guerrier qu'aboutit la grande réflexion de la République de Platon. Et lorsqu'on parle de Socrate, on oublie trop souvent qu'il a servi la cité d'Athènes en sa qualité d'hoplite. Il a donc dû probablement tuer des hommes à l'aide de sa lance, de son épée, voire de ses mains, en les transperçant, les égorgeant ou en les étranglant. Ce fait, il faut l'admettre, plonge la philosophie socratique dans une profonde contradiction. Celle-ci ne serait valable qu'à l'intérieur des murs qui délimitent le périmètre d'une cité qui, quant à elle, doit sa constitution au jeu de compétition dans lequel elle entre avec d'autres cités. Une fois les murs franchis, on retourne à des instincts guerriers et meurtriers les plus brutaux et violents. Aussi, le courage demeure la qualité morale cardinale et se définit comme la capacité à porter secours à ses parents et ses amis quand ces derniers sont en butte contre un ennemi, surtout. Dans ce genre de situation, toutes les valeurs si humaines de la philosophie socratique s'effacent pour laisser place au seul courage de sauver des vies au prix du meurtre de beaucoup d'autres. Par chance, cette situation politique n'est plus la nôtre.
Pour être plus précis, disons que la guerre ne fait plus partie de la quotidienneté immédiate d'une frange de la population mondiale, et encore depuis quelques décennies seulement. Sur ce point, cependant, il ne faut évidemment pas se faire d'illusions. Cette paix relative au sein des pays occidentaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est maintenue au prix d'une exploitation sans réserve des hommes, des femmes et des enfants des pays dits les plus pauvres. Elle s'est maintenue au prix aussi d'un chaos complaisamment développé et entretenu dans des régions où les richesses naturelles intéressent grandement nos manières de vivre consuméristes, outrancièrement indécentes. En outre, cette paix dont profitent les pays occidentaux actuellement n'est que très relative. De fait, si la violence physique et armée ne fait plus directement partie de notre quotidienneté, elle a fait place à un autre type de violence de nature économique, sociale et symbolique, dont le ferment demeure la compétition économique entre les différents étages de la société, et cela jusqu'à celle engagée entre pairs d'un même groupe social ou d'une même entreprise. Le miroir de cette compétition économique et symbolique trouve sa plus parfaite expression dans notre manière toute symbolique de consommer les objets qu'on passe son temps à acheter afin de marquer sa différence ou son niveau de distinction sociale, à la différence de celle des autres. Enfin, cette paix est très relative, puisqu'un retour à une situation de guerre avec d'autres pays ou régions du monde n'est très certainement pas à exclure dans des moments de crise aussi aigus que celle que nous connaissons actuellement. Sans compter que la guerre prend parfois aussi d'autres formes, comme celle du terrorisme, qui frappe non plus à nos frontières, mais au cœur de nos capitales. Cela dit, ces précautions ayant été prises, il faut admettre que pour la première fois dans l'histoire, la guerre ne fait plus partie de la quotidienneté d'une partie assez importante de l'humanité. C'est un progrès sur lequel il faut compter. C'est un progrès qu'il faut absolument conserver et généraliser, aussi bien en principe qu'en réalité. Ainsi, les valeurs et les qualités morales qui doivent faire l'objet de l'attention toute particulière du citoyen philosophe de demain, aux côtés de la prudence, de la tempérance, de la justice et du courage, sont sans conteste la patience, l'humilité, la douceur, la bienveillance, l'amitié, l'amour, soit toutes ces dispositions qui rendent chacun capable d'un regard, d'une écoute, mais aussi capable de partager les choses utiles à la vie de tous et de chacun. Si ces dispositions ne nécessitent pas moins de courage que la guerre, car elles nous poussent, elles aussi, dans certaines conditions, à se départir de ce qu'on possède et même parfois à risquer sa vie afin de porter secours à ses parents, ses amis ou autres hommes et femmes de ce monde désormais unis par un même état de crise, elles refusent cependant catégoriquement tout acte de violence physique qui rabaisse toute prétention humaine à l'état de bestialité le plus primitif, tout aussi philosophique, spirituel ou civilisé que cette prétention puisse se vanter d'être. Ma douce Antonine, je sais combien cette dernière lettre peut susciter de frustration, car on aimerait tous avoir un mode d'emploi pour changer nos manières de vivre dès aujourd'hui. Mais tu sais maintenant que ce mode d'emploi, chacun doit le constituer pour soi, en relation avec l'autre, en exerçant ses capacités réflexives, en remettant de l'ordre dans ses idées et en pratiquant l'art du dialogue. Il y a pourtant de véritables pistes que je t'ai données en héritage. Celle de l'ascétisme, par exemple, qui va nous demander à tous un grand courage. C'est en renonçant jour après jour à nos commodités que nous pourrons établir les fondations d'un monde plus juste. Ta mère à ce sujet a une stratégie imparable. Je te l'expliquerai de vive voix lorsqu'on se verra, car j'ai compris que tu revenais bientôt. Je t'aime, mon Antonine. À très bientôt donc.